Aujourd'hui, je reçois Delphine, lead product designer au sein de la Digital Factory Magasin. Digital Factory qui a dans son périmètre tous les services digitaux disponibles en magasin à la fois pour les clients et pour les collaborateurs. Bonjour Delphine, Bonjour Alexandre. comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Je suis Merci contente d'être beaucoup. là. Super, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la Digital Factory Magasin? Ouais, alors du coup, c'est une Digital Factory en fait dans l'écosystème de Carrefour qui comprend plusieurs Digital Factory qui aujourd'hui en fait s'occupe vraiment de tous les touchpoints digitaux qui sont en magasin, donc que ce soit pour les clients ou les collaborateurs. Donc pour donner des exemples concrets, ça va être des applications pour les collaborateurs pour pouvoir faire toute la gestion du magasin. Mais ça va être aussi d'autres touchpoints digitaux, comme par exemple des étiquettes électroniques que vous avez devant vos produits pour choisir votre produit et avoir le bon prix. Ça va être aussi, par exemple, les balances pour pouvoir peser ses fruits et légumes. Ça va être aussi des bornes prix, par exemple, aussi. Donc, des touchpoints assez variés et toutes les caisses aussi également. Incroyable. Et tu as une idée à peu près de combien de produits digitaux vous managez dans ces Digital Factory Magasin? Franchement, beaucoup. Ça va être Ouais. dur à estimer parce que justement, entre les outils collaborateurs et tous les différents touchpoints aussi qui sont à disposition de nos clients, on en a énormément. Je préfère pas donner un chiffre exact, mais ça se compte en plusieurs dizaines. Très bien, très bien. Alors, quand finalement tu as rejoint Carrefour, comment t'en es arrivé à ce rôle? Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai rejoint Carrefour il y a 2 ans. À la base, je suis entrée en tant que product designer. Et en fait, on m'avait proposé plutôt une mission pour la Digital Factory e-commerce à la base, puisque j'ai un background e-commerce. On en parlera peut-être juste après. Et quand je suis arrivée, en fait, ça a été la construction de cette nouvelle Digital Factory, donc magasin, qui était en train d'éclore, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des équipes qui faisaient tous les outils en magasin. Mais là, la volonté, c'était vraiment de regrouper justement tous ces différents services, tous ces différents produits qui existaient en une Digital Factory, organisée en North Star, avec des visions produits claires et vraiment une nouvelle organisation digitale. Donc, je les rejoins vraiment à la construction de la Digital Factory. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette méthodologie North Star? Beaucoup de sociétés transitionnent vers cette méthode. Ouais. On voit beaucoup de missions sur le marché. J'ai entendu les Accor, les VMH et plein d'autres nouveaux groupes. Mm. Qu'est-ce que c'est que déjà que la stratégie North Star? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Et est-ce que tu as des tips pour l'implémenter? Alors là, du coup, au sein du Digital Factory, nous, le choix qu'on a fait, en fait, du coup, ça a été plutôt au niveau des CPO et de la direction, hein, et le design y a participé activement. On a, en fait, regroupé les produits suivant une logique. Donc, une North Star, c'est vraiment une vision pour différents produits. Donc, si je donne un exemple concret, par exemple, sur ma North Star, moi, c'est produits en rayon. Donc, ça va être tous les produits qui concernent, les produits digitaux, qui concernent les produits sur les étagères. Voilà. Donc, en fait, et par exemple, il y a d'autres North Star. On va avoir, par exemple, une North Star qui s'appelle Achat en caisse. Donc, il va s'occuper de tous les touchpoints digitaux concernant l'encaissement. Trop cool, super clair. Et comment t'en es arrivé à devenir product designer? C'est une question qu'on nous pose souvent. Comment déjà tu deviens product designer? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle? Tu peux nous en dire un peu plus de tout ça? Ouais, alors si on parle un peu du cursus de manière générale, en fait, à la base, donc moi je suis dans le digital et dans le design depuis plus de 20 ans. À la base, donc à l'époque, on parlait plutôt d'études d'infographie quand j'ai démarré mes études. Ensuite, en fait, j'ai commencé par un rôle de web designer. C'était ça plutôt dans les début années 2000. Et en fait, au fur et à mesure donc de l'évolution de nos métiers, puisque dans les métiers digitaux et au design, dans tous les métiers digitaux en général, nos métiers évoluent perpétuellement en fait. Et du coup, à partir de ce métier de web designer, en fait, on concevait des interfaces suivant une logique donnée. Il y a eu une évolution déjà vers l'UX design. Donc là, on a commencé à parler d'expérience centrée utilisateur, d'aller interroger des utilisateurs pour pouvoir avoir les meilleurs feedbacks. Et ensuite, en fait, sur l'orientation vers product design, ça rajoute une autre fibre, en fait, où aussi on commence à parler de mesures, à s'orienter aussi par rapport au business et de savoir la valeur que l'on a. Ok, très bien. Et donc, à quoi ressemble finalement ce rôle donc, de product design chez Carrefour? Alors du coup, ça va être un rôle très, très, très complet, puisqu'en fait, je vais avoir la totalité d'une expérience, donc plutôt collaborateur dans mon cas. Donc ça va être vraiment du début d'une initiative en fait où je vais pouvoir participer à la construction de la stratégie pour une amélioration d'un produit ou pour la construction d'un nouveau produit. Ça va passer donc, du
coup par la priorisation d'opportunités. Ensuite, on va passer sur des phases de discovery, où là, je vais être vraiment très active pour comprendre le problème, commencer à chercher des solutions. Tout ça, du coup, avec à la fois donc, le métier, le business, le business, le produit, la tech, et également nos collaborateurs, du coup, qui sont les premiers utilisateurs de nos produits. Et ça va aller aussi jusqu'à donc à une phase de test. Ensuite, accompagner le développement pour s'assurer que l'expérience qui a été conçue corresponde à ce qui est développé. Bien sûr. Et ensuite aussi, donc là où on parle vraiment de product design aussi, il y a toute cette phase de mesure aussi. Nous, on va avoir plutôt des mesures d'usage, des mesures d'adoption, mais en fait, qui vont permettre indirectement aussi de créer du gain. Ça peut être du gain de temps, ça peut être une simplification de processus. Comment tu collectes de la donnée justement sur des utilisateurs en boutique ou sur finalement la partie magasin? Parce que sur un site internet, je pense qu'on sait un peu tout ça. On utilise des outils comme GA, Content Square, c'est assez facile d'avoir du répondant. Quand tu nous parles par exemple d'étiquettes électroniques, c'est quoi l'unité de mesure dessus? Là, on va parler plutôt quand même de tests plutôt physiques. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi une organisation, alors ça qui existait déjà avant mon arrivée, de magasins pilotes, en fait. Du coup, on va pouvoir comparer sur un magasin pilote où on va tester une nouvelle solution versus un magasin type qui n'a pas la solution. Donc, c'est là où on rejoint un peu l'A/B test, mais donc là, sur une méthode physique. En fait, on va donc déployer notre nouvelle solution, notre nouvelle évolution. Et on va pouvoir donc mesurer donc différents KPI. Ça peut être par exemple si on parle d'une étiquette électronique, on va plutôt s'orienter sur un KPI client, un KPI de satisfaction. Donc on va pouvoir comparer les deux. Chez Carrefour, on suit beaucoup toutes les mesures autour du client, en fait, que ce soit du NPS, des CSAT, des choses comme ça. Ouais. Les clients sont énormément sollicités et répondent énormément pour nous donner beaucoup d'indicateurs sur leur satisfaction au global. Donc, du coup, on se base déjà sur ces premiers indicateurs. Et après, nous, on fait quand même des études complémentaires, on va dire plutôt déclaratives, donc sur du quali, en fait, où on va aussi aller interroger directement les clients pour avoir leur perception sur les nouveautés qu'on pourra apporter sur un magasin. Trop bien. Une question qui nous remonte souvent quand on parle à nos utilisateurs dans n'importe quel grand groupe, c'est qu'on a plein de feedback, et donc on a plein d'opportunités d'optimisation. Est-ce que vous avez une méthode de priorisation pour savoir par quoi vous allez commencer, ou est-ce que vous commencez tout simplement par la catégorie qui a le plus de feedback, le moins de feedback, le plus simple? Alors du coup, par rapport, les feedbacks utilisateurs en fait sont vraiment intégrés dans notre stratégie en fait par rapport à la stratégie aussi business et les opportunités que le business peut nous apporter. Du coup, en fait, on va avoir un équilibre entre les deux. Nous, on travaille aussi avec des OKR, donc en fait, de toute façon, que ce soit des opportunités plutôt business ou des irritants clients qui doivent être priorisés, tout va devoir être attaché par rapport à ces OKR et c'est ce qui nous permet aussi de faire une priorisation. Et après, on va avoir, suivant nos listes d'opportunités que nous allons avoir, nous allons aussi avoir des priorisations type RICE, en fait, du coup, pour voir quelle valeur, quel impact on va apporter. Trop bien, et ça, c'est fait à niveau trimestriel, c'est ça, avec les OKR ou... On va avoir des OKR plutôt annuels aujourd'hui. Ok. Et au final, après, on va pouvoir les redécouper suivant des incréments plus petits pour pouvoir les piloter et pour avoir la mesure. Bien, super intéressant. Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu sur les différents tests qui sont réalisés donc, en boutique? Ouais, alors du coup, sur les magasins, on va avoir donc des tests à la fois, comme j'ai parlé, donc les magasins pilotes, là, on va vraiment être sur vraiment du macro, du gros test et de la mesure. Donc ça va vraiment quand on a déployé notre solution. Mais en amont, en fait, on va aussi faire, et ça c'est vraiment la nouveauté en fait en magasin que l'on n'avait pas avant, qu'on a peut-être déjà existant sur l'e-commerce de manière plus facile. En fait, on va aller faire beaucoup de tests avant les développements sur les différentes solutions qu'on aurait pu imaginer. En fait, et ces tests-là, on va les faire de différentes manières. Donc, on va avoir à la fois des tests vraiment guérilla sur le terrain. On est souvent en immersion vraiment avec nos collaborateurs où on passe plusieurs heures avec eux à faire vraiment les tâches, à les comprendre. On va avoir aussi des tests à distance parce qu'en fait, on ne peut pas se déplacer non plus sur toute la France. Et on trouve ça aussi très intéressant de pouvoir tester typiquement sur des prototypes, des tests dits non modérés. En fait, on les laisse tout seuls, on leur donne une consigne et voici l'amélioration et aussi voir ce qui se passe. Et il y a des outils aujourd'hui type par exemple Maze où on a fait pas mal d'expérimentations qui nous permettent d'avoir aussi tout un tas de données de suivi, de savoir où ils ont cliqué, quand ils ont cliqué. Ils nous font aussi des feedbacks là-dessus. Donc on va principalement s'appuyer sur ça et puis aussi sur des types de données en fait où on n'est pas sûr quelles données, quelle pertinence.
On va utiliser typiquement des Google Forms. Ils ont l'habitude de ça. C'est assez simple, mais ils sont très habitués à y répondre et ils réagissent très très bien. On a de bons taux de réponse là-dessus. Trop bien, parfois garder les choses simples, c'est ce qui marche le mieux. Hein. On parle beaucoup de recherche. Est-ce que tu as l'impression que le rôle de user research et maintenant de product design se sont un peu fusionnés à travers le temps? Je vois encore une fois dans différentes sociétés les rôles qui se mélangent. Et alors qu'avant, on avait plutôt une dissociation des deux rôles. Qu'est-ce que tu en penses dans la théorie un peu de tout ça? Alors, nous, on a une équipe CX en fait Ok. chez Carrefour, mais qui pour l'instant donc est plus spécialisée sur la partie e-commerce. Mhm. Et en fait, comme j'ai dit, la Digital Factory Magasin est assez jeune, n'a que 2 ans. Donc en fait, la CX nous a quand même beaucoup accompagné aussi sur des méthodologies, des mises en place par rapport justement à nos moyens, puisqu'en fait, il y avait, on a parlé par exemple des A/B tests, où ils ont l'habitude d'en faire. Mais nous, sur nos outils, sur nos touchpoints, c'était pas possible. Donc en fait, on a adapté nos méthodologies avec eux. Et du coup, c'est vrai que sur la Digital Factory Magasin, on est beaucoup plus owner de ce périmètre de user research, un peu par la force des choses, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va gagner en maturité sur cette Digital Factory et même sur d'autres Digital Factory chez Carrefour, la CX va revenir de plus en plus près de nous en fait, et va constituer peut-être même des postes dédiés au sein des Digital Factory. Qu'est-ce que tu mets dans CX exactement? Là, dans notre équipe CX, on a une équipe qui est à la fois CRO, donc qui s'occupe plutôt de toute la partie A/B test et valeurs, donc principalement sur l'e-commerce aujourd'hui. Et du coup, il y a une deuxième partie de l'équipe donc, qui est plutôt sur l'user research, justement, donc qui va aller vraiment interroger plutôt nos clients aujourd'hui. Et c'est vrai que sur cette partie collaborateur, on a été plus owner, mais comme j'ai dit, du fait de la construction, mais qui nous ont beaucoup aidé aussi pour Bien sûr. nous orienter sur les bonnes pratiques, comment interroger les collaborateurs aussi, comment adopter le bon tone of voice aussi, parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même manière vraiment à nos collaborateurs et à nos clients. Comment tu dissocies dans ton rôle la partie UX et UI? Est-ce qu'il y a un gros rôle d'UI qui existe encore dans cette partie magasin? Comment ça se passe? Alors du coup, comme j'ai dit, moi j'ai vraiment le périmètre complet Ouais, en c'est tant ça. que product designer. Et en fait, aujourd'hui, donc sur la partie, donc comme on a dit, sur la partie UX, sur la partie expérimentation, définition des parcours, donc je suis complètement autonome sur le sujet. Et bien sûr, après, on partage beaucoup dans l'équipe design. Et sur la partie UI, en fait, nous avons un design system aujourd'hui chez Carrefour et la volonté en fait de déployer ce design system sur tous nos outils digitaux. Donc en fait, tous les outils qui sont maintenant en construction, même sur des évolutions, en fait, sont priorisés pour pouvoir être transformés avec ce design system qui nous fait gagner beaucoup. Tu peux rappeler à la communauté ce que c'est qu'un design system? Ouais, donc un design system, ça va être un ensemble de composants en fait qui vont être aussi à la fois mis à disposition pour les designers. On va donner un exemple très simple d'un bouton, par exemple. Un bouton va se comporter toujours de la même manière puisqu'il est donc là, on a une équipe design system qui définit des règles. Donc là, les designers, nous, on a juste à prendre le bouton et à l'appliquer sur nos écrans. Et ensuite, pour être un design system complet, en fait, ce bouton est aussi donc développé. C'est un tout petit bout de code en fait qui est mis à disposition là de nos développeurs pour un vrai gain de temps en fait. Donc et comme ça, on utilise vraiment toujours les mêmes patterns sur chaque endroit et sur chaque outil digital. Ça permet de pas avoir des Frankenstein d'applications digitales. Ça permet d'éviter la créativité à certains moments. Si on passe juste 2 secondes sur ce design system, est-ce que tu trouves que ça... Alors bien sûr, ça a des vrais avantages d'un point de vue design. Parfois, on entend souvent que les équipes techniques ont du mal à l'implémenter. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu pour X ou Y raison, mais on n'est pas obligé d'en parler aujourd'hui. Mais est-ce que toi, est-ce que tu trouves que ça limite parfois le frein justement à la créativité ou à résoudre des problèmes ou pas du tout? Là, non, je trouve que le design system, c'est une vraie force, vraiment, parce qu'en fait, ça permet vraiment de créer de la cohérence entre tous nos touchpoints, en fait. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, nos collaborateurs ont une multitude d'applications à leur disposition. Et en fait, le fait d'avoir un design system va permettre de créer vraiment de la cohérence, justement, entre toutes ces applications qui pourraient avoir à leur disposition, tous les différents touchpoints. Donc, c'est vraiment une vraie force sur la cohérence, sur la consistance. Et sur l'expérience, en fait, ça permet de créer des expériences unifiées. Et plutôt côté tech, côté dev, en fait, pareil, ça a été assez nouveau pour eux, parce que le design system est assez récent aussi chez Carrefour. Il a été initié quand je suis arrivée, il y a un peu plus de 2 ans.
Du coup, oui, pareil, ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec ça. Donc, en fait, il a fallu installer un petit peu des méthodologies, bien alimenter aussi le design system côté tech. Et j'ai eu la chance, moi, en tout cas, mon équipe de développement a été très contributeur, en fait, de ce changement. Et du coup, maintenant, ils y voient vraiment un vrai gain de temps, en fait, où, du coup, comme j'ai dit, voilà, cet exemple de bouton, ils n'ont plus qu'à apprendre le code, ils se posent plus trop de questions, les comportements sont définis. Et voilà, donc je gagne autant du temps, moi, de mon côté et de leur côté. Et on communique aussi avec le même langage. Trop bien. J'ai l'impression que c'est un outil qui a vachement rapproché les équipes tech finalement du design. Tout à l'heure, tu as un tout petit peu parlé aussi du business et off, on a parlé d'un mécanisme qui devient de plus en plus populaire, le four in the box. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ça? Ouais, donc du coup, le Four in the Box, en fait, c'est vraiment une organisation sur 4 piliers. Donc, ça va être un pilier produit, un pilier donc design, un pilier tech et data et un pilier métier. Donc, en fait, ça va être typiquement donc 4 équipes ou 4 collaborateurs. Ça va dépendre de la taille des équipes, mais en général, ça a vocation à être des petites équipes, en fait, qui vont être très focus sur un sujet. Et en fait, où on va chacun apporter notre expertise et de manière équilibrée, on va prendre des décisions collectives. Alors, c'est super intéressant parce que d'habitude, j'entendais toujours tech, mais j'ai jamais entendu la déclinaison tech et data. Et là, tout Ouais. d'un coup, ça make sense parce que parfois, je me disais à chaque fois, mais il manque pas un 5e pilier dans ce four in the box, justement, la data? La data est avec la tech chez nous. En fait, ils D'accord. sont vraiment en proximité. Et, Ça, du tout ce qui coup, est quanti, je suppose, quand tu dis ça va de data. l'analytics. Ouais. Ça va être des personnes aussi qui vont nous aider à faire différents types, par exemple, d'algorithmes Make sense. pour prioriser certaines tâches, certaines données. Trop bien. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta relation avec le business justement et le produit? Comment ça se passe comment on a parlé un tout petit peu de priorisation, mais est-ce que finalement le besoin vient toujours du business ou est-ce que tout le monde a une capacité de proposer justement? Non, tout le monde a capacité en fait à apporter des initiatives. Alors forcément, nous on va apporter plutôt des initiatives autour des irritants collaborateurs ou clients, Bien sûr. ou même des améliorations qu'on nous aurait suggérées. On va avoir donc le métier aussi qui va forcément lui apporter des opportunités plus business. Le produit aussi va avoir des opportunités plutôt d'optimisation sur les process. Il va être très en rapport aussi avec les équipes terrain aussi. Donc en fait, et les équipes tech, eux, vont aussi beaucoup apporter d'optimisation, vont pas mal aussi challenger comment on aborde les choses. Et c'est pour ça qu'on les inclut en fait sur toutes ces phases que j'ai expliquées au début. Dès la discovery, en fait, le four in the box est inclus et intervient à différents moments de manière plus ou moins importante. Mais par exemple, c'est très très important d'avoir la tech dès ce moment-là, la data aussi pour récupérer justement de la donnée, et niveau tech aussi pour pouvoir s'assurer que les solutions qu'on pourrait imaginer dès ce moment-là sont clairement réalisables ou pouvoir faire des arbitrages le cas échéant. Pour les sociétés qui sont en train de transitionner vers ce modèle, est-ce que vous, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a résolu tous vos pain points ou c'est quand même un learning curve, ce modèle four in the Alors, box? moi, je suis arrivée, en fait, ils étaient en train de l'installer. Donc, j'ai pas vécu le avant. Mais j'ai cru comprendre que le avant était peut-être un petit peu plus compliqué justement dans cet équilibre en fait entre les différentes disciplines, entre les différents métiers, où chacun essayait d'apporter quelque chose, mais c'était peut-être un petit peu plus bancal. Et dans ma précédente expérience, avant j'étais chez Sephora, nous on était déjà on l'appelait pas Four in the Box, mais finalement on était déjà dans une organisation très similaire en fait, où on se réunissait aussi, pareil, produits, tech, design métier, en fait, pour prioriser nos opportunités. Donc, ça s'appelait pas forcément comme ça, mais c'était déjà moi une organisation que je connaissais et que j'étais contente aussi de rejoindre chez Carrefour. Et je trouve qu'elle a Trop bien. Et côté Sephora, tu étais côté e-commerce? donc côté e-commerce chez Et donc, Sephora. qu'est-ce que ça fait de passer d'un milieu e-commerce maintenant à un milieu plus, alors, j'ai pas envie de dire B2B, mais comment ça s'appelle? Peut-être plus consommateur, plus utilisateur? Du coup, en fait, la seule différence, moi, je trouvais que j'étais vraiment dans la continuité dans mon métier, puisqu'en fait, du coup, on était toujours en train d'essayer de comprendre des problématiques, d'essayer d'apporter des solutions. Là, pour les collaborateurs, le vrai changement, ça a été sur déjà comprendre le quotidien des collaborateurs pour lesquels je devais proposer des solutions et traiter des problématiques. Donc, du coup, et comprendre tout un langage assez... le jargon Carrefour est assez complexe. Donc, ça a été beaucoup d'immersion. Vraiment, en fait, c'était une vraie force quand je suis arrivée. Moi, j'ai demandé directement à aller sur le terrain. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en immersion avec les collaborateurs pour comprendre vraiment c'était quoi leur journée, comment ils fonctionnaient, comment ils utilisaient nos outils digitaux. Vous avez un programme d'immersion par hasard sur... On en a un. Et après, c'est vrai qu'on peut on peut demander aussi aller spontanément en magasin suivant le besoin. On a juste à appeler... on appelle les directeurs, bon, forcément à certains moments plus que d'autres, et voilà.
mais on peut y passer beaucoup de temps et c'est vraiment fortement recommandé. Donc, et c'est vrai que c'est un conseil que je donne à tous les nouveaux designers, même tous les nouveaux collaborateurs dès qu'ils arrivent. Allez en magasin, comprenez comment ça se passe. Comme ça, vous comprendrez mieux les problèmes pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Bien sûr. Et donc, la différence par rapport à Sephora, c'était justement, comme moi j'étais côté e-commerce, ça a été un peu tous ces systèmes d'A/B test ou comment on aborde le client versus le collaborateur. C'est vraiment très différent. On n'a pas les mêmes outils. Là, j'étais dans une Digital Factory où il y avait tout à construire, globalement, plutôt sur cette partie test. Il y avait déjà quand même beaucoup d'équipes qui existaient avant moi. Mais sur cette partie, en fait, test collaborateur, il a fallu inventer des nouvelles choses et comme on a dit, c'est passé par des choses peut-être très simples comme les Google Forms, comme les Guerilla, mais qui finalement ont très bien fonctionné. Trop bien. Keep it simple, stupid. Dans l'e-commerce, les KPIs qu'on utilise sont assez classiques. Ça va être généralement panier moyen, taux de conversion, nombre d'utilisateurs. Tu as parlé un tout petit peu des KPIs que tu utilisais maintenant, comme le NPS. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes maintenant? Ouais, alors du coup, côté collaborateur, en fait, côté design, on met en place, là, et justement, c'est vraiment en construction actuellement, on souhaite suivre des KPI design assez précis pour nos collaborateurs, typiquement sur les taux d'adoption, les taux d'usage. Vraiment de savoir s'ils ont une récurrence sur tous les nouveaux services, puisqu'on construit pas mal de nouveaux services. Donc, s'ils les utilisent régulièrement, si ils sont satisfaits et s'ils correspondent aux besoins. En fait, donc on va mesurer ça. Donc, sur certains outils, on a Google Analytics, donc qui peut nous donner déjà des entrants sur ça. Et après, on va se baser sur beaucoup d'enquêtes déclaratives assez larges pour pouvoir avoir des entrants assez consolidés sur ça. Directement aussi, on va suivre donc des KPI aussi d'optimisation, plutôt de simplification des process et d'optimisation du temps. Par exemple, sur une tâche donnée, on espère que nos outils digitaux permettront de baisser de X% le temps pour une certaine. Super intéressant. Et vous arrivez à facilement mesurer à chaque fois ces différentes actions? Du coup, quand on a du Google Analytics, déjà, ça nous aide pas mal sur certains outils. Et après, quand c'est pas le cas, oui, on va se baser quand même déjà sur du déclaratif en partant du principe que c'est déjà une donnée. Ouais. C'est déjà quelque chose plutôt que d'estimer un petit peu comme ça. Donc, et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de solliciter, il faut trouver le bon équilibre, mais assez régulièrement nos collaborateurs et comme j'ai dit, de manière assez large pour pouvoir avoir ces entrées. C'est ce qui vous permet de mesurer que tout ce que vous faites a un vrai impact business, non? Voilà, indirectement, oui. Et comment vous vous assurez que finalement que vous arrivez à continuellement intégrer ces retours utilisateurs et ces processus dans vos décisions? Alors là, du coup, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, justement, c'est, comme on a dit là, sur la sollicitation, sur l'interrogation, en fait, on essaie de le faire de manière assez régulière. Et là, en fait, on essaie vraiment aussi d'industrialiser ça, en fait, de le scaler, parce que là, c'est vrai que finalement, pour l'instant, on le construit un peu au coup par coup. On essaye, justement, s'il y a une release majeure, là, ça nous semble le bon moment pour le faire. Et il faut qu'on arrive à trouver encore les bons moments, en fait, pour pouvoir avoir de la mesure assez régulière. Et vous avez face des obstacles dans toute cette mise en place que vous avez fait? Oui. Franchement, quand moi je suis arrivée, ça a été surtout au niveau business, en fait, quand j'ai indiqué, du coup, ils avaient déjà, donc, ce que j'expliquais, les magasins pilotes qui étaient en place. Mais ça arrive, en fait, une fois que tout est développé, la solution est là. Ouais. Et donc, on teste. Et après, on peut avoir des ajustements. Exactement. Ouais. Et en fait, du coup, mon approche, ça a été une approche que j'avais déjà aussi sur l'e-commerce, où quand on fait des tests sur prototypes, des choses comme ça, il a fallu adapter donc, pour les collaborateurs. Ouais. Et j'ai dit, oui, mais alors du coup, on pourrait quand même faire des tests avant d'arriver sur ces magasins pilotes, pour justement gagner peut-être du temps de développement et ajuster certaines choses directement. Et au début, en fait, quand je suis arrivée, au niveau métier, ils connaissaient pas du tout cette méthode-là. En fait, c'était très saugrenu pour eux de pouvoir faire ça. Et puis, direct, ils m'ont dit, mais non, mais les collaborateurs te répondront pas, ils ont pas le temps, c'est pas possible. J'ai fait, laissez-moi quand même essayer. Et au final, on a eu beaucoup de retours sur ce qu'on a voulu essayer la première fois. Donc, en fait, déjà, ça a apporté du crédit à la méthode. Ça, c'était vraiment bien. Et au final, ça nous a permis, dans un cas très, très concret, en fait, par exemple, on avait un système, en fait, où le métier nous avait demandé une vingtaine de données à afficher pour les collaborateurs. Et c'est ça qu'on a testé la première fois. J'ai dit, mais il y en a beaucoup trop, en fait. Ça veut dire quoi? Même les collaborateurs, j'avais déjà été sur le terrain en disant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et des fois, ça, non, on n'utilise pas. Ça. Déjà des entrants, et on l'a testé largement. Et là, en fait, on a pu éliminer, en fait, une douzaine d'indicateurs qui étaient demandés.
En fait, ils n'étaient pas du tout utilisés par nos collaborateurs. Donc, on a pu vraiment réduire le périmètre et apporter vraiment une solution qui correspondait aux besoins. Bien. Est-ce que parfois tu dois quand même convaincre des product managers ou des business, ou généralement l'échange est finalement fluide une fois que tu as ces insights? Non, franchement, ça a été juste au début. Et justement, comme j'ai eu la chance que la méthode fasse ses preuves, les tests du test ont fait leurs preuves. Donc maintenant, ça s'inscrit de plus en plus vraiment dans notre méthodologie, du coup, de pouvoir tester les solutions, que ce soit à minima par un guérilla. Et en fait, ça va juste dépendre un peu du temps et justement de l'importance et de l'impact de l'initiative qu'on va avoir, où on va juger si on fait des tests plus ou moins importants. Est-ce que tu aurais peut-être un tips à partager aux product designers qui arrivent dans des sociétés où justement qui n'ont pas encore ces méthodologies pour commencer à les intégrer? Du coup, c'est déjà en fait, déjà doser, faut aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de product designers en fait parfois où ils vont peut-être avoir peur en fait d'aller demander des choses. Et c'est vrai que moi, la première, quand j'ai dit bon, je vais aller faire des tests, alors personne ne savait de quoi je parlais, c'était un peu chinois pour tout le monde. Et en fait, quand ils ont compris la valeur, donc c'est pour ça qu'il faut faire le test du test pour comprendre la valeur et comprendre ce que ça peut apporter et vraiment avec beaucoup de pédagogie, expliquer ce que ça peut apporter. Et du coup, les conseils, c'est aussi, comme j'ai dit, j'ai parlé d'outils très très simples en fait, de peut-être pas chercher dès le départ à avoir des grosses machines de test type, je sais pas, user testing, des choses comme ça. Peut-être qu'on n'y a pas accès au départ sur certaines entreprises ou des entreprises ne souhaitent pas pour différentes raisons capitaliser sur ce genre d'outils. Donc pareil, voilà, un Google Form, ça peut déjà très bien faire l'affaire, donner beaucoup d'entrants. Et comme je l'ai dit, aller sur le terrain parce qu'il y a vraiment deux approches qu'il faut mixer. En fait, il y a cette approche en fait du comment les personnes font les choses. Donc ça se passe sur le terrain. Et après, le quoi et le pourquoi, ça va plutôt être justement par du questionnement un peu plus large et même assez court. On peut vraiment déjà avoir beaucoup d'entrants. Une question que j'aime toujours bien poser, comment on devient un bon product designer? Comment on devient un bon product designer? En étant curieux, je pense. Ouais. En étant très, très, très curieux. Ça, c'est quelque chose, en tout cas dans les équipes où, voilà, moi, j'ai toujours cherché à être vraiment à aller discuter avec les différentes parties prenantes, à pas rester dans mon rôle de designer dans mon coin, même si justement on a ce Four in the Box qui aide beaucoup. Mais du coup, à être très, très curieux, à aller comprendre en fait notre environnement, de comprendre aussi les problématiques, typiquement d'une personne du produit, d'une personne de la tech, d'une personne de la data, d'une personne du métier. En fait, de comprendre vraiment aussi leurs enjeux à eux, pour qu'eux, ils puissent comprendre nos enjeux à nous. Ok, il y a un fort aspect de communication, j'ai l'impression, à avoir dans ce rôle. Oui, clairement, franchement, Ouais. je passe beaucoup, beaucoup de temps sur différentes instances avec différentes personnes à échanger tout le temps, mais ça permet, je dis, à la fois de bien comprendre aussi leurs problématiques. Donc j'estime pas que c'est du temps perdu, même si ça peut être très chronophage et très énergivore par rapport à ma tâche initiale. Et aussi, ça leur permet de comprendre les nôtres. Donc c'est vraiment cette communication en continu est très, très importante. Bien. Un sujet ultra trendy, on en a discuté un tout petit peu en off, c'est bien sûr l'IA. Ouais. Vous l'utilisez un peu de votre côté chez Carrefour pour l'instant? Ouais, un petit peu. Alors chez Carrefour, en fait, on est très très précautionneux parce qu'on a très très peur sur la fuite de données. Clairement, en fait, on doit sécuriser nos données clients, nos données collaborateurs. C'est très très important pour Carrefour. Donc en fait, Carrefour a eu la stratégie aujourd'hui de développer une propre IA en interne pour qu'on puisse utiliser donc Carrefour IA tout simplement. Simple. Voilà, en fait, qui va être un peu en miroir donc de ce que les utilisateurs connaissent largement, type ChatGPT. Nous, on s'appuie plutôt sur Google aujourd'hui. Et du coup, donc c'est un agent conversationnel, en fait, qui pour l'instant a à disposition plutôt des collaborateurs sièges au niveau de la tech. Donc c'est vraiment des premiers tests. Et ça nous permet par contre de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je m'en sers principalement pour les rester justement des questionnaires utilisateurs, en fait, Ouais. pour pouvoir qu'ils me fassent des traitements, surtout sur les questions ouvertes, Oui. qu'ils puissent me définir des axes, en fait, me dire, voilà, ça a parlé de ça, ça. Je le prends plutôt comme un assistant, je lui fais pas forcément tout à fait confiance. Et je pense que de manière générale, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, de se dire, voilà, ça aide sur beaucoup de choses, c'est un très bon assistant, mais il faut quand même être là pour vérifier pas mal de choses. C'est vrai que dans votre domaine, en fait, ça existe depuis assez longtemps avec tout ce qui est Natural Language Processing. Si je me trompe pas, ça fait longtemps qu'on étudiait les feedbacks justement pour les cumuler, parce qu'au lieu d'en lire 1000 de votre côté, ça permettait de les Là, il y classifier. a des outils qui permettent de faire ça. Ouais.
encore faut-il les avoir à disposition. Et Bien c'est sûr. pour ça que je trouve que l'IA est un très bon assistant Ouais. pour ça. Comment toi tu te formes de ton côté justement sur ces nouvelles technologies? On voit des nouvelles démos tous les jours sur LinkedIn d'outils qui peuvent générer des Figma en 3 secondes, et Ouais. cetera. Est-ce que tu te formes toi déjà de ton côté pour justement être à Bah, jour? du coup, c'est pour ça que je parlais de curiosité. Je pense Ouais. qu'à bon product designer, il faut être Ouais. très, très, très curieux. C'est vrai que moi, de mon côté, je vais beaucoup aller lire sur LinkedIn, beaucoup sur Medium aussi. Il y a de plus en plus de meet-up aussi qui se mettent en place assez régulièrement. Donc, ils sont communiqués justement sur LinkedIn, sur différents canaux. Et il y a aussi de plus en plus de groupes de Slack qui sont en train de se constituer avec des PM, des product designers pour pouvoir échanger plus largement sur les use cases, sur les outils. On a l'impression qu'il y a un outil qui sort tous les jours. Donc, du coup, je suis énormément cette actualité-là et je teste aussi un petit peu de mon côté, alors pas du tout par rapport à Carrefour. Là, ça va être vraiment sur des tests personnels pour justement voir la valeur que ça pourra apporter. On a parlé un tout petit peu d'A/B testing par rapport aux boutiques et aux boutiques, pardon, comment vous appelez ça déjà? Des magasins et des magasins pilotes. Exactement, magasin pilote. Est-ce que vous prévoyez de faire plus d'A/B testing en physique ou avoir des approches hybrides peut-être entre les physiques et les apps? Ouais, là déjà, on a déjà des approches très très complémentaires en fait. Donc, de toute manière, chaque solution est quasiment testée systématiquement sur des magasins pilotes. Ça, c'est acquis. Là où nous, on souhaite peut-être aller encore un tout petit peu plus loin, en fait, ça va pouvoir être d'identifier justement sur ces magasins pilotes qui aujourd'hui sont définis sur différents critères qui vont pouvoir changer à chaque fois. Mais du coup, de systématiser justement, de pouvoir mettre à chaque fois des magasins, on a dit A et B, en fait, avec des critères spécifiques vraiment très similaires pour pouvoir avoir des modèles de comparaison beaucoup plus pertinents. Tu pourrais nous donner un exemple? Ça serait par exemple la taille de boutique, je suppose, ou la Oui, ça pourrait être localisation? une taille de magasin, ça pourrait être un positionnement géographique. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur nos magasins, du coup, par exemple, un positionnement géographique qui va être dans une zone saisonnière, dite. Ça va pas être forcément la même qu'un magasin urbain en région parisienne. Ça va être aussi, donc on parlait de taille de magasin aussi, ça peut être vraiment, on compare ce qu'on appelle nous des formats comparables. Donc il y a le format hypermarché, le format market et les formats dits proximité. Donc c'est des beaucoup plus petits magasins, donc on va pas comparer forcément un format hyper et un format proximité, ça n'a pas forcément de sens. C'est super intéressant, j'avais lu justement un article dessus à l'époque chez Netflix, ils avaient appelé ça des quasi-experiments. D'accord. Quand ils voulaient tester un nouveau TV show, bien sûr tu peux pas faire un A/B test dans un même pays, t'imagines, si toi et moi dans une même ville, toi tu peux voir une série et pas moi, bon ça poserait problème. Et donc ils essaient justement de trouver des marchés similaires, comme par exemple l'Angleterre et l'Australie, et ils allaient lancer en Australie 3 jours avant l'Angleterre pour voir un peu le boost du lancement et se dire bon, est-ce qu'on continue de cette manière-là à pousser le TV show? Voilà. Bah là, c'est un peu la démarche peut-être qu'on va essayer d'avoir. C'est pas forcément toujours facile parce que ça va dépendre aussi beaucoup de l'organisation des magasins, Bien sûr. de leurs contraintes aussi. Mais en fait, on essaie vraiment d'avoir de plus en plus de mesures autour de ça. Tous les directeurs de magasins jouent le jeu ou parfois il y en a qui sont peut-être ont plus d'appétence pour ces sujets-là? Alors, il y avait un peu de discours parce qu'en fait, moi, j'ai eu un peu le discours justement quand j'ai voulu commencer des tests justement de magasins réticents, de directeurs réticents ou d'équipes. Ça, c'est toujours sur la base du volontariat. De toute façon, nous, on force personne. Mais en fait, à chaque fois que j'ai eu à solliciter un magasin, une équipe, moi, j'ai toujours eu des réponses super positives. Oui, on est disponible, venez nous voir. Ils sont vraiment, en fait, très contents et comprennent la valeur, en fait, qu'on vient de leur demander aussi leur avis. Ils se sentent concernés. Ils sont inclus dans cette co-construction, en fait, d'une nouvelle solution, d'une amélioration. Et en fait, ils sont les premiers concernés et ils sont vraiment enthousiastes face à cette démarche, en fait, où, du coup, on vient leur demander assez régulièrement et à différentes étapes. Donc, en fait, on vient les revoir à chaque fois pour leur dire, voilà, on en est là par rapport à ce que vous avez dit et on reteste. Donc, en fait, au final, oui, il y avait un peu au niveau de certaines personnes, plutôt en interne, où non, ne dérangez pas trop les magasins. Et au final, en fait, ils sont hyper enthousiastes. Est-ce que le life cycle justement de l'optimisation d'un produit en magasin est différent de celle en e-commerce? Est-ce que l'e-commerce est peut-être plus agile, plus rapide Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles, franchement, et beaucoup de similitudes. Au final, c'est juste un peu l'approche en fait qui a été adaptée. Mais au final, on est quand même sur des évolutions continues où voilà, on teste des choses, on mesure, on reteste et on apporte de la valeur à chaque fois. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est juste la méthodologie qui est légèrement différente. et peut-être un tout petit peu les utilisateurs, j'ai envie de dire que tu interviews?
Alors, Ouais. les utilisateurs, c'est surtout en fait la différence qu'il fallait percevoir. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'e-commerce, en fait, on a de la concurrence. C'est-à-dire que notre application, Ouais, c'est intéressant. il y a déjà d'autres applications qui existent Ouais. sur le marché. Là, en fait, quand un collaborateur a une application de gestion dans les mains, il n'en a qu'une. Ouais. Il n'y a que celle-là. Donc, en fait, il y a pas cette notion de... on va pas être challengé par rapport à la concurrence de c'est mieux à côté. Du coup, en fait, ça donne aussi une pression supplémentaire de dire... ouais, il faut que notre application convienne, apporte vraiment le bon niveau de satisfaction parce qu'il n'y a pas... voilà, le collaborateur va pas fuir, va pas partir à la concurrence. Mais d'un autre côté aussi, on sait vraiment toutes les dimensions aussi business qu'on doit apporter. Il y avait juste cette notion un peu de concurrence qu'on n'a pas, mais qui apporte aussi un niveau de pression supplémentaire. T'as l'impression que la qualité de réponse que tu reçois peut-être des collaborateurs est peut-être d'une meilleure qualité que tes utilisateurs en e-commerce parce que finalement ils ont plus à y gagner et vous êtes dans la même entreprise ou finalement ton approche est un peu plus différente, ils ont peur de te dire les choses directement. Ouais, alors il y avait pareil aussi cette notion, en fait, quand moi j'avais voulu commencer le premier test, on m'a dit ils vont avoir peur de te dire les choses Ouais. pour de vrai. Et sur le terrain, ça se voit de temps en temps, en fait, où voilà, on arrive du siège, ils ont un peu peur que ça se joue contre eux, tout ça. Mais en fait, au final, non, c'est pas du tout ça. Les trois quarts, comme je dis, ils sont vraiment très enthousiastes de partager et ils partagent en toute transparence. Alors, Yes. ce qui fonctionne, ça fonctionne. Ce qui fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et que ce soit sur les questionnaires, que ce soit sur le terrain, ils nous disent, ils hésitent pas à nous dire vraiment tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui pour qu'on puisse les aider. En fait, ils sentent que grâce à cette démarche, en fait, on va essayer d'apporter des solutions. Dans quel format, après tous ces learnings, tu les partages justement aux différentes équipes, que ce soit technique, produit, business? Comment tu traduis finalement ce besoin utilisateur? Ouais, on va avoir donc du coup après ça va être des choses à faire assez standardisées. Hein. Typiquement, ça va être plutôt des présentations sous forme de slides. On va pouvoir avoir aussi des repositories, typiquement des dashboards aussi même de consolidation d'insights utilisateurs ou de données plus quanti. Donc ça va être ça qui vont être après, comme j'ai dit, donc partagés plutôt sur des sites standardisés pour que ça puisse être partagé justement au plus grand nombre. Que ça puisse être partagé donc à la fois donc aux équipes internes, donc au Too Far in the Box, mais aussi remonter par exemple à des niveaux COMEX. Trop bien. Et vous repartagez aussi ces insights après aux personnes qui ont été interviewées ou... Et du coup, nous, on fait pas forcément la restitution, en fait, justement, de tout ce qui a été consolidé, mais comme j'ai dit, en fait, on revient les voir aussi après, par exemple, avec tout ce qui a été traduit. Donc, ils voient la continuité, en fait, de tout notre travail. Super. Et quelles astuces tu pourrais donner à une équipe qui essaie justement de lancer un système similaire dans sa société? Par où elle devrait commencer? Comme j'ai dit, toujours le terrain, ça c'est sûr. Toujours commencer par le terrain, ça c'est vraiment commencer déjà par aller voir, faire un état des lieux. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on est allé faire. En fait, on nous avait demandé pour un certain outil, en fait, où on nous avait exposé quelque chose et vraiment faire déjà un état des lieux, de savoir où on en est, de savoir où on se situe, de comprendre un peu le niveau de maturité, en fait, de nos différents interlocuteurs pour pouvoir adapter et proposer des solutions adaptées. Bien. Et pour finir, tu aurais un fun fact à nous partager de, je sais pas, de quelque chose que tu as appris ou d'une expérience que tu as eue avec un user test ou autre? Un fun fact, déjà, j'ai partagé tout à l'heure là, celui où vraiment il y avait beaucoup de données. C'était vraiment, je dis c'était vraiment ma première expérience en fait où je me souviens vraiment de cette liste de courses au final, puis vraiment un métier qui est arrivé avec aplomb, qui m'a dit on va mettre tout ça, ok. Et en fait, quand on est arrivé sur le terrain, mais vraiment le fun fact, c'était, ils nous ont dit mais non, mais tout ça, mais en fait, on va sortir. Et c'est vrai qu'en fait, on est passé au jour et la nuit, donc là c'est maintenant. C'était vraiment le fun fact parce que maintenant, je suis plus habituée justement à aller tester par rapport aux collaborateurs et justement à redemander. Donc, on a quelques retours, mais on commence à avoir beaucoup de connaissances, donc on vise de plus en plus juste. Et voilà, cette première approche, c'était vraiment, je me souviens toujours quand je suis arrivée sur le terrain, en fait, en plus, on avait vraiment testé sur des choses assez artisanales. Bonne approche, et puis franchement, ils nous ont dit, mais non, on s'en servira pas. Trop bien. Et peut-être pour finir, est-ce que tu as une préférence maintenant finalement pour soit l'e-commerce, soit travailler directement avec des collaborateurs chez Carrefour? Ouais, alors quand je suis arrivée chez Carrefour, c'est vrai que l'e-commerce, moi je connaissais déjà, j'étais très senior sur la question, j'estime en tout cas. Et quand on m'a dit magasin, je dis mais en fait je repars de zéro en tout cas sur cette approche-là. Et au final, j'avais un peu des craintes clairement, en me disant bon il va falloir vraiment apprendre beaucoup de choses. Et comme j'ai expliqué, il y a quand même des similitudes. Et finalement, je préfère aujourd'hui en tout cas le magasin. Pourquoi? Parce que justement cette proximité avec les collaborateurs, en fait, qu'on peut solliciter très rapidement, on peut même,
On a carrément des key users, par exemple, en fait, des personnes en fait sur certains sujets qui adorent échanger. Donc en fait, on peut les solliciter très facilement et un peu plus souvent que d'autres, on va dire, pour pouvoir avoir des feedbacks très réguliers. Donc c'est vrai, on crée vraiment une proximité avec nos utilisateurs finaux. Trop cool. Vous avez une espèce de Magasin. communauté, c'est ça, en interne On a peu une communauté de test Ouais. et en fait, on a comme j'ai expliqué, on a une multitude de sujets. Et du coup, sur certains sujets, on sait, il y a certains collaborateurs qui sont très spécialisés sur des choses très précises. Donc, on sait qu'on peut aller les solliciter. Et c'est même eux qui communiquent aussi en interne on a des plateformes internes de communication aux autres collaborateurs, en fait, ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on a pu faire et comment ça s'améliore. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi.